Décryptage. Il est 7h16, c'est l'heure de retrouver Décryptage. Maurice Violeton reçoit Claude Issiard, délégué interministériel pour l'égalité des chances des Français d'outre-mer, depuis Paris. Bonjour. Nicolas Sarkozy vient de réaffirmer son attachement au territoire d'outre-mer. Des propos du président de la République à Claude Issiard directement. Claude Issiard, délégué interministériel pour l'égalité des chances des Français d'outre-mer. Bonjour Monsieur Issiard. Bonjour. Merci d'être avec nous. Une entrevue avec le président de la République au moment où l'outre-mer, à travers Mayotte, recommence à donner de la voix sur des thèmes bien connus de la cherté de la vie. Monsieur Sarkozy redoutait une nouvelle crise comme celle de 2009 aux Antilles-Guyane? Je ne pense pas qu'en me recevant, il est tenté de prendre le pouls de peut-être mon sentiment sur tout cela et peut-être voir quel était le sentiment des Mahorais de l'Hexagone. C'était inscrit au calendrier bien avant qu'il y ait donc ce qui secoue Mayotte et qui nous touche tous et me touche particulièrement parce que c'est une île que je connais bien et je connais bien les cultures et les identités mahoraises et l'histoire de cette île. Vous-même, vous avez réitéré votre souhait de voir appliquer les 140 mesures décidées lors du Conseil interministériel de l'Outre-mer. Pourquoi ce rappel? C'est parce que ça ne va pas assez vite selon vous, Monsieur Issiard? J'ai rappelé au président de la République les événements de 2009, du 20 janvier en Guadeloupe et du 5 février en Martinique. Lui ai rappelé que ces revendications et la colère aussi de certains, tout cela était légitime. Qu'il y avait eu à la suite de ça, la réponse de l'État était donc ces états généraux, avec des expertises de femmes et d'hommes d'outre-mer, de l'Hexagone également, tous réunis pour apporter leur compréhension de la société et exposer les problématiques des sociétés d'outre-mer et donc de la France en général. Et lui dire qu'il y a eu 137 mesures qui ont été décrétées à la suite du SIOM et que ces 137 mesures, malheureusement, n'étaient pas appliquées, qu'il y avait un fort sentiment chez bon nombre de nos concitoyens que tout cela n'avait accouché que d'une souris et que ce mécontentement ne pouvait pas continuer à grandir et qu'il fallait faire quelque chose pour justement que les mesures principales soient appliquées. Ce n'est pas du tout le même discours que tient Marie-Luce Panchard, qui dernièrement était chez nous, qui était dernièrement dans ce studio et qui disait tout le contraire. Madame Panchard semblait dire que ces mesures étaient appliquées, que les choses allaient bon an, mal an. Alors, écoutez, personne aujourd'hui ne peut dire que certaines mesures ne sont pas appliquées. Mais malheureusement, certaines mesures ne le sont pas également. C'est-à-dire des mesures sont appliquées et d'autres ne le sont pas. Et ça, c'est une réalité. Vous savez, moi ici à la délégation, les uns et les autres viennent me voir, me disent que dans tel domaine, les choses n'ont pas avancé. Lesquelles, par exemple? Écoutez, vous savez, sur toutes les problématiques de continuité territoriale, nous sommes encore sur certains points à une situation de statu quo. Sur les problématiques de congés bonifiés, nous sommes là encore dans une sorte de moratoire, de no man's land où les décisions ne se prennent pas, mais également les acteurs sur ces questions-là. Les femmes et les hommes d'outre-mer de l'Hexagone qui ont souvent pris la tête d'une certaine fronde, eh bien ont du mal à se mettre d'accord pour ne parler que d'une seule voix face à l'État. Et c'est ce que j'ai répété aux uns et aux autres. Il faut parfois aussi savoir être unis dans le combat pour que la voix soit entendue et soit mieux comprise et plus audible par votre interlocuteur. On sent bien à travers vos propos, Claude Issiard, qu'il y a comme une certaine colère qui gronde et qu'il vaut mieux tout éteindre en cette période de pré-campagne électorale pour la présidentielle. Écoutez, il n'y a pas de période pour éteindre et d'autres plus favorables à laisser la maison brûler. Je crois que lorsque j'ai accepté d'être délégué interministériel, c'était pour que dans un laps de temps très court, certaines choses soient faites. Et donc moi je suis déterminé à ce que nous puissions avancer. Alors c'est vrai que nous aimerions faire un grand pas, mais même si nous ne faisons que la moitié de ce pas, ce sera toujours un pas important vers ce vers quoi nous tendons et le règlement de certains problèmes et de certaines problématiques. Mais très clairement, ce n'est pas la colère que vous entendez, mais ma détermination à trouver des solutions. Êtes-vous agacé parce que le président de la République ou bien le gouvernement tout simplement ne va pas assez vite? Vous savez, moi avec le temps, vous comprenez que vous ne devez pas être agacé lorsque tout ne va pas à la vitesse que vous le souhaitez. C'est vrai qu'il y a chez nous beaucoup de frustration. C'est vrai nous avons pour la plupart attendu depuis trop longtemps
que des solutions soient apportées, que justice soit faite sur tel ou tel dossier. Mais malheureusement, ainsi sont les êtres humains, et quelle que soit la couleur de leur peau, et quelle que soit leur couleur politique, moi n'appartenant à aucun parti politique, je peux me permettre de parler comme cela et de renvoyer parfois dos à dos la droite et la gauche sur certaines choses. Et donc, je dis que ce qui est important, c'est la pierre que vous posez, et que cette pierre soit bien posée, qui permettra à d'autres de poser la leur également. Donc moi, je ferai mon bout de chemin, et d'autres feront également le leur. Mais vous savez, je pense que là, pour que nous obtenions de grandes victoires, il serait peut-être temps que nous sachions nous parler et mener les combats de concert. Alors, Claude Issiard, vous avez présenté justement un certain nombre de choses pour que les réalités de nos populations soient mieux vues, mieux appréciées en tout cas, comme cette fameuse date du 27 avril 1848, c'est la date de l'abolition de l'esclavage en France. Vous avez demandé que cette date figure dans le calendrier. C'est une date qui malheureusement ne dira pas grand-chose à la grande majorité des Français de la France hexagonale, comme on dit. Oui, c'est justement pour cela qu'il est important qu'elle soit dans les calendriers. Vous savez, pour changer les choses, pour changer les regards, pour reconstruire les imaginaires et de part et d'autre, que faut-il? Il faut parfois des dates, des moments symboliques comme ça, des actions symboliques comme cela. Et c'est une action qui pour moi est bien plus que symbolique. Lorsque dans un pays où la barbarie a été acceptée, dont l'État français a vécu, que ce soit du temps de la royauté ou du temps de la République, lorsque cette date-là, lorsque cet épisode de l'histoire est ou minimisé ou ignoré, pour ne pas dire méprisé par certains, lorsque vous avez la possibilité de faire en sorte qu'une date sur le calendrier que chaque Français tiendra dans sa main, qu'il soit inscrit à la date du 27 avril, abolition de l'esclavage, c'est une avancée. Et le président soutient cette idée ? Il me l'a dit, et sans détour, sans feindre, sans politesse, il m'a dit très clairement, il a regardé l'un de ses conseillers, Olivier Biancarelli pour ne pas le nommer, il a dit il faut le faire. Mais c'est quand même surprenant, Claude Issiard, parce que là on a l'impression qu'il revoit ses positions, lui qui avait eu cette formule lors de cette discussion sur le texte de loi sur, vous vous rappelez, les bienfaits de la colonisation française, il avait dit à l'époque, le 23 février 2005, qu'il fallait pas sans cesse ressasser le passé. Oui. Il a donc évolué. Il a certainement évolué, et puis je crois que nous sommes tous logés à la même enseigne face aux événements, face aux revendications, face aux déterminations des uns et des autres. Eh bien, nous évoluons. Vous savez, moi, sur ces questions-là, je crois que nous n'avons pas su, durant très longtemps, faire entendre une voix cohérente pour que justement cette question de l'esclavage, de la mémoire, soit à la fois entendue, mais surtout soit partagée. Parce que nous étions souvent dans une posture où c'est notre histoire, vous nous insultez en n'acceptant pas cette histoire de l'esclavage. Et lorsque l'on a commencé à dire mais l'esclavage, ce n'est pas que l'histoire des Noirs. Parce qu'il y a descendants des victimes, il y a les descendants, entre guillemets, des bourreaux. C'est une histoire commune. C'est un des pans de l'histoire de France, c'est un des pans de l'histoire de l'humanité. Et lorsque vous commencez à parler comme ça, pour apaiser et pour rassembler et pour que chacun accepte cette histoire-là, eh bien vous commencez à remporter des victoires. Ce poste de délégué interministériel, Claude Issiard, avez-vous l'impression qu'il a évolué, surtout que le public, surtout dans nos régions, vous apprécie à votre juste valeur? Écoutez, là encore, on en revient à la façon dont nous pensons par rapport à l'autre et à quel point nous sommes parfois enfermés dans nos idéologies, dans nos dogmatismes, très souvent politiques. Moi, j'appartiens à tel camp, je n'appartiens pas à tel camp. Mais lui, finalement, où se situe-t-il? Est-il de droite? Est-il de gauche? Ben non, il n'est ni de droite ni de gauche. Son seul parti, c'est le parti des siens. Depuis l'âge de 17 ans, moi, je suis quelqu'un qui me suis toujours engagé pour qu'il y ait un respect de nos identités, de nos présences dans ce pays, et dire que quoi qu'il arrive, au regard de l'histoire, ce pays est le nôtre et que l'égalité de traitement doit être également quelque chose de réel pour nous et pas de fantasmé ou d'hypothétique ou que l'on nous promette. Et ça, pour moi, de toute façon, c'est très clair. Donc, être apprécié à ma juste valeur ou non, moi, je suis quelqu'un qui est toujours accepté le chemin du sacrifice en me disant que ce que je fais, c'est ce que mes enfants, tous nos enfants et les générations futures n'auront pas besoin de faire. C'est comme ça que j'ai été élevé, c'est comme ça que ma mère m'a élevé, et qu'importe ce qui peut se dire ou se faire. En tout cas, ce que je retiens, c'est les énormes soutiens que ce soit en Outre-mer, alors que mon champ d'action n'est pas l'Outre-mer, c'est vraiment l'Hexagone, mais ce sont les soutiens énormes que j'ai
dans l'Hexagone pour avancer et régler les problèmes. Et les quelques leaders d'opinion qui fomentent ou m'attaquent n'ont pour moi que peu d'importance. Donc la délégation n'est pas un simple gadget, n'est pas simplement une carte postale du gouvernement pour faire joli. Mais c'est pas facile d'être à la tête d'une délégation qui n'a pas beaucoup de moyens financiers. Plus que la précédente probablement, mais qui n'a pas beaucoup de moyens financiers, qui parfois n'est pas entendu par les autres ministères, parce que l'on vous regarde un petit peu de loin. Oui, l'outre-mer, tout ça c'est loin, on comprend pas tout, et ces gens ceci et ces gens cela. Oui, c'est vrai, mais c'est un combat qu'il faut mener. C'est un combat que mon prédécesseur a mené et que moi je dois mener en fonction de ce que je suis, de ce que je crois être juste. C'est pour ça que la force de l'identité me semble importante, de nos spécificités identitaires et culturelles me semble importante d'être présentée, proposée, affichée et mettons de côté le complexe du colonisé que dénonçait Fanon. Merci d'avoir été avec nous, Claudie Siard. Ce sera le mot de la fin. Claudie Siard, la délégation interministérielle pour l'égalité des chances des Français d'outre-mer. Merci et bonne journée à vous à Paris. Merci.